Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux d'être avec vous. On est une grande table ronde. Hein. Il y a du monde. On a la chance d'avoir eu la confiance des organisateurs pour prolonger un peu l'échange. Donc on va avoir du temps de se dire des choses sur un sujet que je vous laisse découvrir derrière. Comment redonner le goût de l'industrie aux jeunes? Alors la vraie question c'est, est-ce qu'il suffirait de gamifier l'industrie, de lui donner, de parler d'IA tout le temps, de lui donner du sens, et de lui donner toutes les facettes les plus agréables possibles pour attirer les jeunes? Mais la vérité c'est que rien n'est moins sûr et surtout qu'on n'en sait pas grand-chose. Les jeunes percevraient l'industrie comme un peu une relique du passé et non pas comme un secteur d'avenir. Et puis c'est souvent la façon dont on explique la tension qu'il y a sur le marché du recrutement dans l'industrie. Et à vrai dire, les industriels ne savent pas vraiment comment se comporter face à cela. En tout cas, je ne sais pas si c'est ce que vous constatez, vous, sur le terrain. Aujourd'hui, on va essayer de prendre ce postulat, de le découper en petits morceaux, de le mettre dans un shaker et de secouer très fort, parce que derrière ce postulat qui n'est pas forcément basé toujours sur des données, il y a des vrais enjeux complexes qui vont être déterminants dans notre capacité à réindustrialiser ou non. Alors le point commun entre vous tous, c'est qu'au quotidien, finalement, vous rencontrez ces situations, vous les documentez pour certains, et puis que vous avez probablement un avis là-dessus. Je sais même que vous avez un avis là-dessus. Je vous propose qu'on commence très simplement par vous présenter. Alors vous allez le faire vous, parce que vous le ferez mieux que moi. Géraldine, est-ce que tu es d'accord pour commencer par te présenter, nous présenter rapidement l'entreprise que tu représentes et puis surtout en quoi le sujet te concerne individuellement? Oui, bonjour, je suis Géraldine Ganvaux, je suis directrice marketing de Katia, qui est la marque phare d'Asso Systèmes. D'Asso Systèmes, nous sommes une entreprise internationale qui a pour vocation de faire de l'innovation et de fournir des logiciels de 3D, de conception, de modélisation, de simulation et de manufacturing. Donc tout un scope énorme en fait, de logiciels qui aujourd'hui sont utilisés par les plus grands industriels. Quel rapport as-tu avec la thématique? En quoi ça te concerne finalement? Nous recrutons, c'est très clair. Nous recherchons des bonnes têtes pensantes, mais également des bonnes volontés. Nous recrutons partout dans le monde, pas uniquement en France, mais partout à l'international. Donc évidemment, nous avons hâte de recruter des jeunes. Et je parle sous ton contrôle, tu es aussi une grande fille qui a atterri dans l'industrie sans le vouloir vraiment et tu nous raconteras peut-être un peu de son parcours qui est quand même très intéressant et symptomatique de ce qui se passe dans nos secteurs. Merci. Aurélien, tu prends la suite? Bonjour, Aurélien Stocky, entreprise Holymaker. Donc nous sommes fabricants de presses à injection plastique destinées au prototypage. Donc pour prototyper un produit avant de lancer les grandes séries en injection bonne matière. Donc on est une entreprise de 10 personnes et aujourd'hui on a plusieurs profils dans l'entreprise, mais on a aussi des difficultés à recruter sur des métiers en tension. Métiers en tension, on parle de métiers dans le commerce notamment, mais aussi des fraiseurs, des personnes à l'atelier, de la main d'œuvre. On a beaucoup de difficultés et c'est comment on peut attirer ces nouveaux profils aussi dans l'industrie. Bonjour, je suis Agnès Vagis, j'ai une double casquette. Je suis chercheuse associée à l'Université de Poitiers et en parallèle, je suis directrice de la stratégie des enjeux RSE d'un groupe de la chimie qui s'appelle Humens, une ETI. Et le sujet du coup m'intéresse à double titre. D'une part parce que dans mes recherches, je travaille beaucoup sur les dynamiques de réindustrialisation et les dynamiques industrielles en Europe. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui peut intéresser dans l'industrie, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de venir y travailler, puisque c'est une des composantes de la réindustrialisation, et bien entendu d'un point de vue professionnel, puisqu'il y a tout l'enjeu d'attirer vers des secteurs qui peut-être intuitivement n'attireraient pas ou sembleraient peut-être incompatibles avec d'autres objectifs qu'on poursuit par ailleurs à l'échelle nationale. Corentin. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Corentin Lafille. Alors moi, je suis membre fondateur de l'AFACTO, qui est une communauté de jeunes pour l'industrie, qui est la communauté en fait des jeunes pour l'industrie de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui aujourd'hui regroupe environ une centaine de membres avec des profils assez diversifiés. On a à peu près 50% de membres qui sont issus des sciences sociales, sciences humaines, commerce, et 50% qui ont un profil plutôt ingénieur. Et je ne vais pas dire que je vais représenter les jeunes pour parler de l'industrie, en tout cas une petite partie d'entre eux et quelques-uns des messages qu'on peut faire passer. Alors bonjour, donc moi c'est France Mourier. J'interviens donc chez Michael Page, qui est un cabinet de recrutement de profil cadre, donc sur le plan international. Merci beaucoup.
Et j'accompagne donc depuis un peu moins de 10 ans avec mon équipe les industriels en France dans le recrutement de profils cadres ingénieurs. Donc c'est vrai qu'on est complètement confronté à cette pénurie de profils, que ce soit sur les jeunes générations d'ailleurs, mais également sur les autres. Donc ça, on y viendra un petit peu par la suite. Merci à tous pour votre concision. D'une part, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que vous rejoignez le constat, le postulat de la thématique, comment redonner le goût de l'industrie aux jeunes, part du principe que les jeunes n'auraient pas goût, qu'ils auraient besoin qu'on leur redonne le goût. Est-ce que vous partagez ce constat-là et comment vous l'observez au quotidien? Je vois ta tête, Anaïs, ça veut dire qu'il faut que tu prennes le micro. Non, pas forcément. Je partage pas forcément ce constat. Je pense qu'il est peut-être difficile pour l'industrie d'attirer parce qu'elle n'est, pas forcément connue. Il y a le discours qu'on peut entendre dans le monde de l'enseignement de manière large, les représentations que les parents peuvent avoir de l'industrie au regard éventuellement de leur passé familial. Mais les problématiques de recrutement, elles ne sont pas propres à l'industrie. Et je pense qu'il faut... Peut-être on a tendance à dire l'industrie. Alors l'industrie, elle a peut-être un déficit d'attractivité d'image et elle est dans des territoires qui peuvent eux aussi souffrir d'un déficit d'attractivité d'image. Mais dans tous les secteurs, on rencontre des problématiques de recrutement à tous les niveaux et des difficultés à attirer. Et c'est pour ça que oui, il faut démystifier ce qu'est l'industrie, oui, il faut changer d'image, mais il ne faut pas se dire que cette problématique de la question du travail, de la manière dont on se projette aussi dans le travail, dans l'organisation du travail, elle est propre à l'industrie. Ce qui va être propre à l'industrie, mais qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs, c'est le fait que, par exemple, on ne peut pas faire de télétravail. Mais quand vous travaillez dans un certain nombre de métiers, les métiers du soin, vous ne pouvez pas faire de télétravail. Il va y avoir des questions qui peuvent être liées au fait d'être en travail posté dans des atmosphères contrôlées, qui sont des thématiques propres à l'industrie. Mais on ne peut pas dire que l'industrie, elle a l'apanage des difficultés à recruter, ni l'apanage de la pénibilité. On passerait peut-être à côté de quelque chose qui est finalement une question peut-être beaucoup plus sociétale que purement industrielle. Géraldine, tu voulais réagir? Oui, alors je suis d'accord avec Anaïs qu'en fait il y a une problématique qui est entre autres liée à l'image, mais pas uniquement. Mais l'image, en fait, elle nous colle à la peau quand même depuis plusieurs années. On a une image en fait d'industrie un peu poussiéreuse qui en fait fait rapport au manufacturing. Et en fait, l'industrie, c'est loin d'être ça. En fait, dans l'industrie, il y a une diversité extrêmement large en fait de métiers. Si je prends par exemple nos métiers sur le logiciel, on est dans une entreprise d'innovation et le logiciel, on s'adresse à tout type après de profil d'entreprise. Donc on fournit aussi bien dans la santé qu'on fournit également dans tout ce qui est finalement consumer goods, qu'on fournit aussi bien pour l'automobile, l'aérospace. Donc vous voyez, le scope est extrêmement large. Mais néanmoins, quand on parle industrie auprès des jeunes, on colle encore cette image de l'usine. Et en fait, ce n'est pas du tout l'usine. Aujourd'hui, l'industrie, elle est tellement large et tellement en fait, revue et modifiée depuis ces dernières années avec les nouvelles technologies que l'industrie n'est pas du tout ça. Mais elle reste encore auprès des parents, auprès même des professeurs, je parle en collège ou en lycée, comme en fait un secteur qui est un petit peu tourné vers le passé et non pas vers l'avenir. Et or, c'est complètement faux. Et on le voit bien avec les startups qui développent énormément de produits extrêmement innovateurs, que en fait, cette industrie, elle change énormément. Aurélien? Oui, nous, c'est aussi de ne pas avoir peur de l'industrie dans le sens où on a beaucoup dénigré les métiers où on mettait la main à la pâte, où on se salit les mains. Et en fait, c'est montrer que c'est pas grave en fait, de se salir les mains, de couper du métal, de faire de la poussière en fait, en se protégeant, mais c'est pas grave et c'est chouette aussi de le faire. Et là, nous, on commence à retrouver des jeunes qui viennent parce qu'ils ont envie de ça, de retrouver en fait la fabrication, de retrouver du sens à ce qu'ils font. Et je pense que c'est là où on peut avoir une chance au niveau de l'industrie de réattirer des jeunes, c'est en leur remontrant le sens de ok, on conçoit quelque chose, mais derrière on le fabrique, on le fait. On passe par la transformation de la matière et c'est ça aussi qui doit être passionnant en fait derrière. On n'est plus dans les entreprises à la Zola, mais voilà, on a quand même de travail de matériaux qui peuvent être vraiment intéressants. En complément, est-ce que toi, tu as un parcours qui est assez, je ne vais pas dire hybride, mais on parlait justement, je disais, dans les gens qui étaient avec toi dans ta promo, combien ont atterri dans l'industrie, combien en sont sortis? On en parlait un petit peu informellement, est-ce que tu peux nous dire
Là, nous, sur 5 personnes, il n'y en a qu'une qui est vraiment restée dans l'industrie, une autre personne qui est dans la permaculture. Moi-même, je suis passé, avant de créer cette entreprise-là dans la permaculture, un peu le cliché de la recherche de sens, mais qui a fait le chemin par lequel je suis passé aujourd'hui. Et là où on était formé pour l'industrie, il y a vraiment cette recherche de sens derrière qui est là. Et dans notre promo de 30 personnes, il me semble qu'on n'est qu'une dizaine de personnes à être vraiment encore dans l'industrie aujourd'hui. Corentin, est-ce que tu veux commenter ce que ça t'évoque des choses? Effectivement, je ne partage pas forcément le constat de dire que l'industrie ne plaît pas aux jeunes. D'abord, je pense qu'il y a aussi une question un peu sémantique qui est comment est-ce qu'on parle de l'industrie. C'est vrai que quand on parle d'industrie, ça ne parle pas forcément, et d'ailleurs moi le premier, j'ai mis les pieds dedans, vous m'auriez parlé de l'industrie il y a encore 3 ans, oui, pour moi c'était l'usine fumante. Par contre, vous voyez, quand on parle voiture, quand on parle mobilier, quand on parle avion, quand on parle énergie, quand on parle eau, là tout de suite ça parle, parce que en fait l'industrie c'est quelque chose de concret, et le fait d'avoir essayé de tout mettre dans une catégorie un peu globale qu'on appelle l'industrie, on occulte en fait finalement la réalité et ce qui fait finalement la beauté de ce secteur, qui est quand même ce qui en sort de cette industrie, le produit, quoi. Le monde physique qui nous entoure et qu'on utilise tous les jours. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que, et ça fait le lien aussi avec le premier, c'est de dire que le secteur industriel, les sujets industriels plaisent aux jeunes puisque ça leur parle. Mais les structures qui accueillent l'industrie et évidemment au premier chef les entreprises industrielles, ça je pense que ça ne plaît pas. Alors ok, on n'est plus dans les industries à la Zola, on est bien d'accord, mais il y a quand même un changement de culture et d'état d'esprit où on est encore loin des attentes des jeunes. Je veux dire, quand aujourd'hui on pense start-up, on imagine les gens un peu à la cool, dans des endroits hyper stylés, ils viennent en jean, ils sont cool, machin, etc. Quand on pense industrie, on se dit, je vais m'enterrer entre les 4 murs d'une usine ou d'une entreprise qui, en plus, une chance sur 2 pour qu'elle soit excentrée de tous les lieux de vie, on va dire sociaux, culturels, économiques, parce que on a besoin de place, on a besoin de foncier, donc en général c'est en dehors des centres-villes. Et donc cette structure-là, aujourd'hui, ça, elle ne plaît plus. Elle ne plaît plus, elle ne répond pas aux attentes. Et moi, c'est un peu ma conviction, mais il faut aussi savoir un petit peu rentrer dans le concret, rentrer dans le pragmatique, et de dire que on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et donc quand vous voulez attirer des jeunes et que vous êtes en plus excentré, vous voulez les attirer, si vous dites je t'offre aujourd'hui un travail et un salaire, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, il faut proposer d'autres choses, il faut proposer des espaces de socialisation, des espaces de rencontre, des espaces de dialogue, des espaces où on peut faire appel à la créativité, excusez-moi. Quand on recrute des jeunes dans son entreprise, c'est aussi parce qu'on a envie d'avoir des idées nouvelles. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a ces espaces-là dans une entreprise industrielle qui est excentrée? Pas toujours, pas suffisamment développée et parfois pas du tout. Merci Corentin. France, quelle est votre perception? Ce qui est intéressant, je crois, sur le fait d'avoir notamment Michael Page ici, c'est que vous travaillez sur de la donnée, parce qu'en fait, vous voyez les réalités, comment elles se matérialisent. Est-ce que ça concerne certains métiers? Est-ce qu'au contraire, c'est difficile de dessiner aujourd'hui quelque chose de très précis? Comment vous percevez, vous, à votre niveau, la situation? Alors, pour ma part, c'est vrai que peu importe finalement le nombre d'années d'expérience qui est demandé aujourd'hui par nos clients et même l'expertise qui est demandée sur la partie technique, on rencontre de réelles difficultés. Alors oui, après, il va y avoir des métiers qui sont plus bénéfiques que d'autres. Je ne vais pas parler des techniciens de maintenance, tous ces profils très qualifiés, mais c'est vrai que moi, je rencontre des clients tous les jours, donc de la direction générale, des ressources humaines, et je ne vais pas avoir spécifiquement une problématique sur comment attirer les jeunes chez nous, mais vraiment une problématique sur comment attirer les profils techniques en tant que tel au global, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Après, on a un marché qui s'étend de plus en plus. Moi, ça fait depuis 9 ans que je suis là-dedans. J'ai jamais été confrontée à un tel marché aussi compliqué. J'ai du mal moi-même en tant que cabinet de recrutement à aller chercher des personnes, à aller les proposer à mes clients. Et ça s'explique pour différentes raisons. Alors oui, le marché est très très bon et ça on le sait. Après, vous avez quand même une crise sanitaire et des événements en Ukraine qui ont vraiment incité les entreprises à réindustrialiser complètement leurs outils de production. Donc ça engendre une certaine pénurie. Vous avez aussi le gouvernement qui a mis en place vraiment un plan de transformation écologique à horizon 2030
qui fait que ça génère encore plus d'emplois. Donc on est vraiment confronté à un problème. Après, moi, les problématiques qui me sont remontées davantage par mes clients, c'est surtout le côté féminisation de leur staff, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que vous n'avez que 23% des personnes qui sortent d'écoles d'ingénieurs qui sont des femmes. Vous avez aussi des problématiques sur qu'est-ce qu'on va faire en termes de carrière, qu'est-ce qu'on va proposer comme carrière à nos seniors, parce que vous avez quand même l'âge de départ à la retraite qui a été reculé de plusieurs années. Vous avez aussi, en 2026, une notion qu'on n'a pas forcément en tête, mais vous aurez 30%, un tiers des personnes actives en France qui auront plus de 50 ans. Donc comment on inscrit ces personnes dans la durée ou autre. Et là où moi j'observe vraiment un problème, c'est comment on compose avec ces chocs générationnels, parce que je ne suis pas forcément la plus experte dans la matière, mais c'est vrai que l'ancienne génération avait un rapport au travail qui était complètement différent de jeunes générations aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vraiment se concentraient pour développer des expertises très spécifiques, qui allaient rester dans un même secteur d'activité très longtemps, qui allaient être dans un métier où vraiment ils allaient avoir des expertises qui étaient retrouvées nulle part ailleurs. Et ces personnes-là aujourd'hui sont en train de partir à la retraite. Donc là on a vraiment tous ces départs baby boomers qui partent, donc des années 60-70. Il faut les remplacer par des jeunes. Et ces jeunes aujourd'hui qu'on a, ces jeunes générations, ce sont des personnes qui n'ont pas... qui vont pas forcément chercher la même chose. C'est très compliqué aujourd'hui de les remplacer parce qu'ils vont plutôt finalement chercher à diversifier leur champ de compétences, de pouvoir toucher à différents métiers, différents secteurs. Ils vont être très attirés par tout ce qui est notion de gestion de projet, justement pour avoir un petit peu une diversité d'interlocuteurs, très en quête d'essence. Ça, on le sait, tout ce qui est notion de RSE, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Et donc moi, ma question, c'est comment finalement aujourd'hui on fait en sorte d'adapter les métiers d'hier, finalement, qui sont toujours essentiels à l'entreprise, en intégrant les nouvelles générations. Et ça, c'est plus là-dessus que je rencontre vraiment des difficultés avec mes clients. C'est super clair. Avant qu'on passe à la question suivante, Anaïs, tu voulais réagir sur peut-être certains propos de Quentin par rapport à... Non, je nuancerai peut-être, et je l'inviterai à visiter mon usine où on peut venir en jean, en disant qu'il y a quand même, les CSE font aussi beaucoup de choses sur l'animation, que ce soit des activités sportives collectives, des séances de sport, des baby-foot, etc. Que pour les petites entreprises, c'est peut-être plus compliqué de mettre en place, même si des choses sont parce qu'il n'y a pas forcément de CSE qui font ce rôle d'animation. Et qu'après, il y a une réalité, c'est que les gens viennent aussi travailler et ne cherchent pas forcément le lieu de socialisation à l'intérieur de l'usine, mais peuvent le chercher à l'extérieur, qu'ils ont les contraintes réglementaires qui viennent de l'extérieur. Un certain nombre de choses font que les gens ont déjà des agendas extrêmement chargés. Et la dernière chose, peut-être pour nuancer, c'est qu'il y a souvent une première aspiration, c'est d'avoir le moyen de bien faire son travail. Et qu'aujourd'hui, face à des logiques de financiarisation des entreprises, etc., donc de compression des structures de coûts, eh bien, il y a parfois le sentiment qu'on n'a pas le moyen de bien faire son travail. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la société. Je suis sûre que si je vais interroger des gens dans les hôpitaux, ils me diront la même chose. C'est le moyen de pouvoir bien maintenir l'usine, de travailler dans de bonnes conditions. Et je pense que même si ce que dit Corentin est important, la possibilité de vraiment réaliser son travail et de s'épanouir dedans est quand même quelque chose de réel. Alors peut-être que mon voisin me contredira totalement, mais voilà. Aurélien, je te laisse commenter là-dessus, puis après j'ai envie de poser une question sur toi, l'image. C'est quoi l'usine? Si demain tu dois retourner, Holymaker, tu passes la main et tu dis je vais retourner bosser pour une boîte, je vais retourner bosser dans une usine. C'est quoi ton usine idéale pour avoir envie d'y aller? Et après on reviendra à toi, Corentin. Donc plus pour réagir. Excuse-moi. Donc pour réagir, je pense c'est comment nous on arrive à attirer des personnes dans l'entreprise et cette quête de sens, en fait, nous on essaie de la développer déjà parce qu'ils recherchent des métiers complètement différents à différents stades. Et donc là, nous, ce type d'entreprise, on arrive à être agile entre guillemets pour proposer des nouveaux métiers, ça les intéresse. Et c'est aussi, en fait, ça va dépendre vraiment des personnes. Est-ce que c'est des personnes qui sont issues de familles ouvrières et qui sont aussi, eux, ouvriers et qui viennent juste chercher le travail pour avoir leur salaire à la fin du mois voilà. Ou est-ce que c'est des personnes qui cherchent plus de sens à leur travail et donc la sociabilisation derrière et tout. Nous, de notre côté, on est dans un tiers-lieu. Donc on est une centaine d'entreprises, on a des événements qui sont organisés. En tant que petite boîte, j'aurais pas pu organiser ça. Parce que j'ai toutes les emmerdes du monde au-dessus de la tête à gérer.
Mais en fait, c'est grâce au lieu où on est, par contre, qui nous a permis de développer ça. J'avais une question, Géraldine, je fais une petite marche arrière sur Dassault Systèmes, qui est quand même une des plus grosses boîtes de numérique en France, si ce n'est la plus grosse, et même sur le pan européen, qui est énorme en fait. Le caractère hybride entre une entreprise qui est finalement historiquement un spin-off d'une boîte industrielle pure et dure, est-ce que c'est quelque chose qui a un impact sur la façon dont vous recrutez? Pour le dire autrement, le fait qu'il y ait Dassault dans un groupe qui finalement aujourd'hui fait des jumeaux numériques ultra pointus, ultra performants. Alors évidemment, le groupe Dassault est composé de différentes entités, Dassault Aviation et Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, on est vraiment une entreprise relativement jeune par rapport à Dassault Aviation, puisqu'on a 40 ans, 43 ans en fait d'existence. Et on ne fait pas des avions. Non, on fait du logiciel de conception. Donc oui, on souffre un peu entre guillemets de cette image qui nous colle à la peau que ça, Dassault fait en fait des avions. Or, ce n'est pas notre cas. Donc pour attirer en fait la jeune génération, on essaye en fait de communiquer auprès des jeunes générations sur le fait qu'on est dans l'innovation et qu'on fait du logiciel. Et ce logiciel s'adresse absolument à tout type d'entreprise. Donc ça, c'est un des premiers leviers. Après, on est dans 196 sites dans le monde. Donc évidemment, la communication va être différente selon un pays et l'autre. On est plus ou moins connu selon les pays. Et après, comment on attire? On a, si je parle de la France, et en l'occurrence du siège social qui est basé à Vélizy, donc en périphérie de Paris, on a un énorme campus où on est près de 4000. Et sur ce campus, en fait, tout est fait pour finalement faire en sorte que le salarié qui vient travailler soit finalement dans de bonnes conditions. Donc on a évidemment énormément de services, contrairement en fait c'est vrai aux startups, on a ce choix énorme de pouvoir en fait apporter du confort au quotidien, et en plus on a la possibilité de faire du télétravail. Donc ça c'est un énorme avantage. On est à 3 jours de jour, donc franchement, on a une énorme agilité, une énorme flexibilité. En plus, on a des outils, en fait, d'une plateforme qui nous permet de collaborer. Donc, on n'a aucune rupture dans notre travail, qu'on soit chez nous, ici, sur un événement ou ailleurs, on peut collaborer. Donc, oui, dans les messages qu'on fait passer au moment des recrutements, on leur dit, écoutez, en fait, que vous soyez ici ou ailleurs, de toute façon, vous pourrez travailler. Que votre rythme de travail, vous pouvez l'adapter en fonction aussi de vos besoins. Vraiment, en fait, on a modernisé cette image, en fait, qui peut être parfois un peu lourde, que l'industrie n'est pas capable, en fait, de s'adapter. Et nous, on est vraiment dans l'adaptation à fond. Super clair. Corentin, tu évoquais, on en a parlé pendant la préparation, tu évoquais les lieux. Est-ce que tu attendais, toi, en tant que... tu es probablement l'un des plus jeunes d'entre nous ici, est-ce que tu attendrais, si tu devais aller travailler dans une entreprise qui travaillerait dans les territoires, peu importe où d'ailleurs, un lieu de ton choix, et tu m'évoquais certains aspects qui feraient que, quelque part, ça te donnerait envie, que peut-être tu serais prêt à aller en dehors de la région parisienne pour des raisons de sociabilité. À quoi elle ressemble, si tu veux, l'entreprise / usine dans laquelle tu accepterais d'aller bosser en région? Oui, alors déjà, je n'ai pas grandi en région parisienne, puisque je viens de ces petits villages de 2000 habitants perdus entre Carcassonne et Lézignan-Corbières, si ça vous parle, voilà, c'est dans le sud. Et puis, donc, par rapport à l'entreprise un peu idéale, là où je rejoins complètement Anaïs, c'est de dire que heureusement toutes les entreprises ne ressemblent pas à l'image que j'en ai décrit, mais je pense aux PME, aux PME industrielles, puisque c'est un des maillons, des maillons hyper forts de qui caractérise l'industrie française. Et moi, je pense à ces entreprises-là qui n'ont pas forcément de CSE et où là, justement, quand on dit ok, je vais implanter mon usine dans un territoire vraiment complètement excentré. Déjà, la première question, soyons pragmatiques, on parle à des jeunes, ils ont la vingtaine, ils sortent d'école. Déjà, comment je fais pour me rendre sur mon lieu de travail? Enfin, déjà, première question. Je veux dire, s'il y a une ligne de bus qui passe tous les 4 heures, déjà c'est pas mal. Non, mais c'est des vraies questions. Et comment est-ce qu'on fait déjà pour se rendre sur le travail? On est jeune. S'il faut que j'aille en voiture, je fais comment? Je mets 8 000, 10 000 balles dans une voiture que j'ai pas forcément. Comment on fait?
Quand on va dans d'autres entreprises, et notamment dans les grandes entreprises qui ont la chance de pouvoir dire « T'inquiète, on va te financer une partie de ton vélo électrique, tu vas pouvoir venir » ou « T'inquiète, tu vas avoir une voiture de fonction », ça se fait aussi beaucoup. À Toulouse, en tout cas, ça se fait beaucoup les voitures de fonction. Et c'est presque un critère. Moi, j'ai plein d'amis qui travaillent dans l'industrie à Toulouse. Quand on leur dit il y a une voiture de fonction, déjà, c'est un critère. Et quand ils vont dans une autre entreprise, quand ils cherchent une autre entreprise, on leur dit ah non, il n'y a pas de voiture de fonction. Tu dis ah ouais, je fais comment pour venir chez vous? Ah oui, bah là, on pense tout de suite. Donc déjà, des choses hyper pragmatiques. Et la deuxième chose, c'est les espaces de socialisation. Je suis d'accord pour dire que effectivement, on n'a pas forcément envie de passer toute sa vie au sein des quatre murs de l'entreprise et qu'on ne va pas forcément chercher les lieux de socialisation. Et je ne suis pas forcément pour dire il faut recréer des crèches au sein de l'usine, la chorale de l'usine, etc., etc. Mais quand vous êtes excentré des centres-villes où il y a toute la richesse de la vie sociale, culturelle, professionnelle, etc., vous êtes obligé de proposer un cadre de vie. Ce cadre de vie, il n'est pas forcément au sein des murs de l'usine, mais il passe par des collaborations avec des centres, des organismes culturels, par des collaborations avec les collectivités territoriales, avec les élus, par des collaborations avec, hyper simple, avec le cinéma du coin pour pouvoir proposer quelque chose à mes salariés. Ça passe par des regroupements de PME industrielles, ce qui permet de créer un écosystème sur lequel va venir se développer. Lundi, j'ai eu la chance de parler avec un monsieur, Michelin, qui sont en train de faire une réhabilitation d'un site industriel, le parc Catarou, à Clermont-Ferrand. Il y a une école, il y a un centre de formation et il y a un centre d'innovation pour toutes les startups. Et il y a aussi une salle de projection pour aller voir des films, il y a aussi une salle de sport, il y a aussi des endroits pour se restaurer, pour pouvoir manger ensemble. Ben ça, c'est important parce que c'est important parce qu'on a 20 ans, on a soif de cette vie-là, on a soif d'être ouvert sur les autres, on a soif de... Alors, je dis les jeunes, évidemment, ça concerne aussi les moins jeunes, mais je me mets dans mon rôle dans cette table ronde. Mais c'est quelque chose qui est hyper important. Et si j'ai quelqu'un en face de moi, je dis bah tu vas venir chez moi, mais à part les murs de l'entreprise et le salaire que tu as à la fin du mois, j'ai rien à te proposer. Et autour de moi, j'ai rien à te proposer. Ça risque d'être maigre. Et encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes vers ces PME-là? C'est compliqué. Et c'est là où je pense que les patrons de PME industrielles, ils ont vraiment besoin d'aide parce que c'est des considérations qui demandent du temps, qui demandent de l'énergie. Ça passe aussi par des choses toutes bêtes. On a fait des bons chiffres ce mois-ci ou cette année. Allez, on fait un after-work organisé par la boîte. Vous voyez, ça crée une ambiance, ça crée un collectif, ça crée une envie de dire ah oui, ben là je vais dans un endroit qui est plus que l'entreprise. J'arrive dans un cadre de vie, quoi, dans lequel l'entreprise est créatrice, elle est participante, dans lequel elle est elle est connectée avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc voilà un petit peu la vision de l'entreprise entre guillemets idéale, mais je pense qu'il faut vraiment venir en aide aux patrons des PME industrielles là-dessus parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qui ne sont pas forcément. Merci, c'est très clair, très imagé, illustré. On est un certain nombre autour de cette, d'ailleurs la majorité autour dans cette table ronde à être quelque part tombé dans l'industrie. On n'a pas forcément un habitus social qui vient de là-bas. On a découvert l'industrie pour certains d'entre nous. Et moi, ce que j'aimerais te demander tout simplement, Anaïs, ainsi qu'à d'autres par la suite, c'est qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu aurais envie en fait, de transmettre à des jeunes en disant, voilà, en tout cas, toi, qu'est-ce que tu retrouves dans l'industrie, que tu trouves stimulant et que tu auras envie de partager si tu étais à un repas de famille et que tu devais proposer à tes cousins et cousines d'une vingtaine d'années de rejoindre la partie. Ce serait un peu triché parce que... C'est une question piège, mais tout le monde va y passer. Parce que, non, mais en plus, j'ai déjà quelques membres de ma famille dans l'industrie, donc peut-être le débat serait plus simple. Mais, toi, en tout cas, qu'est-ce qui te... Moi, je pense qu'il y a 3 éléments dans l'industrie. Le premier, c'est l'intérêt de voir la transformation des objets, la fabrication à partir de matière, la transformation de matière, les objets qui nous entourent. Et donc, c'est la compréhension de ce qui fait notre quotidien. Parce que finalement, on ne se rend pas compte, on ne sait plus comment les choses sont fabriquées, comment réagit la matière, la complexité de ce qu'il faut pour produire un médicament, le tabouret sur lequel vous êtes, le banc sur lequel vous êtes assis, ou une voiture ou un camion. La deuxième chose, c'est que je pense que plus qu'ailleurs dans l'industrie, vous avez des gens qui sont passionnés. Parce que l'industrie, elle est complexe du fait de la transformation de matière, du fait des contraintes industrielles, différentes en fonction des sites, mais globalement, vous êtes quand même dans des atmosphères assez contraintes. Et on a des gens qui sont globalement
peu importe l'âge, passionnés par ce qu'ils font, le sentiment de contribuer à quelque chose, à un collectif qui se met en mouvement pour produire quelque chose qui est tangible au final, beaucoup plus que peut-être dans le secteur des services. Et la troisième chose, c'est que l'industrie, alors après on peut débattre de est-ce que les produits sont compatibles avec nos objectifs environnementaux ou pas, mais être dans l'industrie, soit par les produits qu'on fait, soit par la transformation de l'industrie, c'est aussi apporter sa pierre à l'édifice à la transformation de la société. Et on est dans un contexte complexe, c'est la période la lutte contre le réchauffement climatique, personne ne passe à côté de cette information. On sait qu'on doit opérer des changements systémiques et il est facile de dire que les acteurs industriels, que les pouvoirs publics ne vont pas assez vite. Et on va sûrement pas assez vite. Il est beaucoup plus compliqué de passer des heures carrées à essayer de trouver des réponses concrètes à des phénomènes qui nous dépassent et qui sont extrêmement complexes, d'aligner des parties prenantes. Si je prends mon exemple, qui est un tout petit exemple, décarboner un des 50 sites les plus émetteurs, c'est aligner les gens à l'intérieur de l'usine sur des priorités communes, c'est aligner les parties prenantes, c'est-à-dire l'écosystème local, les fournisseurs, les clients, autour d'objectifs communs. Et donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans l'industrie, qu'on pourrait retrouver aussi ailleurs dans la gestion de projet, mais c'est d'essayer de se mettre en mouvement pour apporter sa pierre de l'édifice à un changement systémique que doit opérer la société. Très bien. Aurélien, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à des plus jeunes? Tu es jeune, hein, Aurélien, ne le prends pas de travers, je sais pas, ne déforme pas mes propos, mais qu'est-ce que tu auras envie de dire à la plus jeune génération? Mais c'est de venir toucher la matière, quoi. Enfin, c'est de venir dans l'atelier, même, en fait, toute personne qui vient chez nous, quel que soit le poste, il passe 2 semaines à l'atelier. 2 semaines à l'atelier pour comprendre déjà pourquoi ils font ce qu'ils font. Et ensuite, c'est l'écoute. C'est pas forcément faire tout ce que tu disais, toi, par rapport à l'accueil, mais c'est déjà écouter qu'est-ce que eux, au sein de l'entreprise, ils veulent qu'on mette en place pour qu'on puisse, et aussi leur laisser la possibilité de mettre des choses en place. Nous, ils se font des soirées films entre eux. En fait, on les encourage aussi à le faire, mais c'est pas à nous de mettre en place des choses. C'est plus d'aider à faire en sorte que des initiatives soient prises ensemble. Ils vont pas sortir au bar avec moi, parce que on a quand même à d'autres, Aurélien. Voilà. Non mais ils vont sortir entre eux et il faut aussi l'accepter, ça. Il faut aussi accepter que certaines personnes aussi viennent juste pour avoir un travail. C'est quelque chose qui est assez, quand même relativement tabou. Hein. C'est difficile, mais oui, c'est ça. Il y a des personnes qui viennent juste faire 35 heures, avoir un métier et après ils vivent à côté. Ils s'épanouissent à côté mais on ne peut pas les obliger à s'épanouir dans le travail. Mais par contre, on peut faire en sorte d'écouter ce qu'ils ont à dire pour savoir si on peut mettre des choses en place pour qu'ils puissent se développer. Comment ça te parle, toi, Géraldine, ces aspects-là? Parce qu'en fait, je sais que Dassault Systèmes, à travers notamment ce que vous faites sur l'éducation, propose des vecteurs de connexion avec les mondes manufacturiers à travers le jumeau numérique. Donc j'ai envie de dire, c'est pas que vous avez le rôle facile, mais il y a quelque chose de très glamour derrière tout ça. Toi, qu'est-ce que tu trouves? Tu as aussi accompagné des startups dites tech pendant un certain nombre d'années chez Dassault Systèmes. Qu'est-ce que tu trouves dans ces métiers-là que tu auras envie de communiquer? Et peut-être que tu peux nous parler de l'expérience de ta grande fille, si je peux me permettre de t'inviter là-dessus, parce que le cas est intéressant, je trouve. Alors en fait, pour rejoindre ce que vous dites, en effet, l'industrie, c'est concret. Il y a du sens. On voit tout de suite en fait, de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. On voit tout à fait les produits. Et donc, cette donnée tangible est extrêmement importante. Et en fait, même chez nous, chez Dassault Systèmes, alors qu'on est sur du logiciel qui pourrait être quelque chose de dématérialisé, où là, on est un peu plus loin du produit, etc., finalement, en concevant ces logiciels, on permet de contribuer à l'industrie et contribuer à la mise sur le marché de produits innovants. Et donc ça c'est important. Et donc on a des initiatives en interne pour finalement relier les différents mondes. Alors le premier, en fait, c'est par l'initiative en fait, du programme d'accélération de start-up qu'il y a chez Dassault Systèmes, où on permet
on a dans ce programme des startups qui développent des produits innovants, qui transforment la société de manière positive. Donc elles sont sélectionnées pour ça. Elles ont des projets de hardware, donc des projets très long terme, qui nécessitent une grosse industrialisation avec beaucoup d'investissements, etc. Et nous, on leur permet à ces startups qui sont sélectionnées de leur apporter des soutiens en mentoring, donc des experts techniques qui vont leur partager leurs connaissances. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc des salariés d'Assosystème ont le droit de passer 10% de leur temps sur des projets de start-up pour justement monter en compétence les start-up, les accompagner au quotidien. Et ça, c'est un énorme bénéfice, à la fois en interne pour les collaborateurs de Dassosystème, mais à la fois pour les start-up qui ont une accélération grâce aux compétences en fait, de Dassosystème, et pas uniquement grâce au logiciel. Et ça, c'est génial en fait. Et puis après, on essaye d'avoir des actions auprès des écoles. Auprès des écoles de tout type d'écoles. Ça peut être des écoles d'ingé, comme des écoles de commerce, où là, on va amener finalement de la connaissance, on va permettre d'ouvrir les portes sur notre monde pour qu'elles puissent s'intéresser finalement à nos métiers et que derrière, elles postulent finalement assez... Aujourd'hui, on a plus de 160 postes qui sont ouverts dans le monde. On en a 22 chez Katia qui sont ouverts et des postes qui sont pour des alternants, qui sont pour des stagiaires, pour des CDD, des CDI. Donc, on a une vraie diversité. C'est pas fait uniquement en fait pour les jeunes. Et donc, en fait, au travers des écoles, on fait de la sensibilisation. On a aussi beaucoup d'initiatives en interne pour promouvoir les gens, pour les faire progresser dans leur parcours de carrière. Et ça, c'est important parce que à tout âge, on a besoin à un moment donné d'avoir des mentors, des experts en interne qui vont vous booster, qui vont vous accompagner dans votre parcours. Et ça, c'est extrêmement riche. Et c'est fait pas uniquement pour les femmes, parce qu'on parle beaucoup des femmes aujourd'hui dans la diversité, on dit voilà, les femmes ou les seniors. Mais non, en fait, on le fait aussi pour les hommes, pour les accompagner dans leur carrière. Donc tout ça, on le communique en externe, du mieux qu'on peut. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est pas instantanément en ce moment. Concernant après l'anecdote par rapport en fait à ce que je vis personnellement, ma fille sort actuellement en alternance dans un grand groupe industriel. Au départ, elle n'avait pas forcément choisi ce groupe-là, mais quand elle a postulé, évidemment, son profil a intéressé un grand groupe industriel et elle est rentrée dans son école de commerce, elle est rentrée, elle, dans un département de transformation digitale. Et en fait, ce département est tout récent, il a 4 ans. Et en fait, ils l'ont recruté parce qu'ils se sont dit, voilà, un jeune profil sortant d'école de commerce qui à la fois est sur la data, à la fois sur le marketing, sur la communication, qui a donc un scope assez large, va pouvoir nous aider dans la transformation digitale. Donc elle était au départ pas forcément tournée vers le monde de l'industrie. Elle voulait plutôt du B2C et pas du B2B. Elle voulait plutôt finalement être plus dans des marques de grande conso et pas dans le monde de l'industriel qui lui paraissait à elle aussi un peu poussiéreux. Et donc elle s'est interrogée au départ. Est-ce que je prends le poste? Est-ce que je ne prends pas? C'était pour 2 ans quand même, ça va être un peu long. Et moi je l'ai encouragée, je lui ai dit écoute, voilà, c'est le moment, tu as 2 ans, tu verras si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas. Et donc depuis 2 ans qu'elle y est, ça se passe très bien. Ils veulent la recruter, elle finit en fin août finalement son apprentissage. Et aujourd'hui, c'est le moment de la discussion. C'est, en fait, si vous me recrutez, vous me prenez à combien? Et là, grosse déception. Parce qu'en fait, le salaire n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle attend. En tant que Bac plus 5, qui a fait ses preuves depuis quasiment 2 ans. Ils sont très, très contents d'elle. Ils savent qu'elle a beaucoup apporté, mais ils ne sont pas capables, en fait, aujourd'hui, d'après ce qu'ils disent, d'avoir un niveau de salaire qui soit à la hauteur de d'autres entreprises du même secteur. C'est une réalité ça, France? C'est-à-dire est-ce que le salaire est un des critères, pas tous, mais est-ce que tu sens qu'il y a, face à des boîtes de services plus agiles, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis avant sur l'expérience, c'est que sur le côté expérience employée, on sent qu'il y a beaucoup de boîtes de services qui mettent la barre assez haut. Est-ce que l'industrie arrive à suivre? Mais voilà, plusieurs questions en une question. Sur le sujet des salaires, est-ce que c'est une réalité? Alors, il y a vraiment une réalité, il y a vraiment
C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille à la fois pour des startups, TPE, PME, TI et grands groupes. Et moi, ce que j'observe, c'est que je rencontre beaucoup plus de difficultés à accompagner les grands groupes dans le recrutement parce qu'évidemment, en fait, eux, ils ont des grilles de rémunération qui sont fixées, qui sont figées, ou quand on va avoir une négociation à faire avec un candidat, ça va être de l'ordre de 1, 2, 3 cas maximum. Donc on ne va pas pouvoir, au même titre qu'une PME qui va peut-être être un peu plus flexible par rapport à ça, aligner, en fait, j'ai vraiment besoin de la personne, ça fait depuis 6 mois que je cherche, j'ai mon outil de production qui est en train de partir en vrille, j'ai des problèmes de qualité, enfin voilà, peu importe en tout cas le métier qui est recherché, où ils vont être capables d'aligner peut-être 5-8 cas et qui vont complètement décorréler le marché. Et on a un problème aujourd'hui d'inflation, effectivement, des salaires sur le marché. Après, en termes des jeunes diplômés, c'est vrai que moi, je peux un peu moins répondre à cette question parce que moi, je suis plus spécialisée sur les personnes qui vont commencer à avoir 3-5 ans d'expérience, pour être tout à fait sincère. Après, oui, si elle va dans une PME, c'est sûr qu'elle a plus de chances d'avoir un niveau de rémunération qui lui plaira. Après, il faut qu'elle prenne peut-être aussi en considération le plan de carrière qu'elle va avoir, les possibilités de mobilité. Et c'est pas... Non, juste ce que je remarque, c'est que c'est dommage, en fait, elle est prête à rester. Elle a un projet de carrière, en effet, pourquoi pas dans cette société. Et là, en fait, il y a une énorme différence en fait, de salaire à l'embauche. Si je peux comparer, par exemple, entre Dassault Systèmes et cette entreprise. Mais une très grosse... on parle de 6 cas. On parle de 6 cas sur l'année, ce qui est énorme. Ouais. Ce qui est énorme. Et donc, elle a voulu anticiper. Donc, elle a justement, quand son manager lui a dit « Écoute, Camille, on te garde », eh bien, en fait, elle s'est dit « Ok, super, génial ». Et là, elle a dit on va peut-être quand même parler de c'est quoi le poste que vous m'offrez après, quel va être en fait le projet, ça a du sens, et donc qu'est-ce que vous mettez derrière. Ouais. Et là, quand la première échange, qui a l'air d'être un échange qui a l'air d'être assez fermé, elle m'a dit franchement, je vais démarrer tellement bas. Donc oui, avoir du sens, c'est important. Pour elle, c'est important, et elle avait envie de continuer son investissement là. Mais de là, en fait, à avoir quand même une marge aussi basse, je trouve que ça quand questionne. Même, ça questionne. Aurélien, tu voulais commenter, après j'ai une question pour Anaïs et on va se rapprocher dangereusement de la fin, malheureusement. Eh bien, c'est que nous, en sortant d'école d'ingénieur, on est tous tombés bas aussi par rapport à ce côté rémunération. Mais pourquoi ? Parce que les écoles nous envoyaient du rêve aussi. Vous allez finir chez Dassault à tant de milliers d'euros, chez machin à tant de milliers d'euros, mais en fait la réalité économique des entreprises est différente. Et peut-être qu'il y a des entreprises qui peuvent mettre autant d'argent, mais il y a aussi d'autres boîtes où, quand on sortait en 2014, la rémunération moyenne, elle était à 2300 € net pour un ingénieur. On avait des personnes dans la promo qui étaient en dessous de 2000 €. C'est aussi une réalité de ce moment-là. Et si un ingénieur qui est en formation, on lui dit « T'inquiète pas, tu vas sortir, tu vas avoir 3000 € net », c'est sûr qu'on tombe de haut. Et nous-mêmes, on est tombé de haut dans ce moment-là, en fait. Ouais. Anaïs, je te laisse commenter là-dessus. Puis après, je veux bien que tu nous dises un mot, s'il te plaît, sur le rôle ce qu'on peut faire de mieux en collaborant avec les écoles aussi. On sait que l'éducation a eu son rôle dans une forme de travail de sape des métiers industriels. Ce ne sont pas les seuls, mais je veux bien ton avis sur l'aspect des salaires, éventuellement sur l'aspect des freins à l'embauche et puis aussi sur l'académique. Alors, sur les salaires, je n'ai pas la réponse exacte, mais je pense que je vais quand même rejoindre en partie Aurélien. J'ai peur d'avoir fait une bêtise sur le prénom, pardon. Je vais vérifier quand même. Excuse-moi. Déjà, il y a une très forte disparité entre ce que l'industrie peut offrir et ce que les métiers de service vont offrir. Je pense que, in fine, l'industrie rattrape les salaires qu'on peut avoir dans des métiers de conseil ou dans des métiers plus financiers, mais elle le fait sur le temps long en offrant des progressions différentes. Je pense que si on regarde aussi le côté des startups, les startups aujourd'hui, elles offrent des salaires qui sont encore inférieurs de ce que l'industrie peut offrir et souvent avec une rémunération qui est au sourire et à la reconnaissance éternelle du board. Donc je ne suis pas convaincue que ça soit forcément plus attractif. Et pour autant, il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier sur le plan salaire parce qu'ils y trouvent autre chose, une autre forme de réalisation et de projet. Donc c'est peut-être ça qu'il faut creuser. Puis après, il y a peut-être un cas spécifique sur ce groupe qui a peut-être une politique de rémunération qui ne s'est pas mis à la page parce que je pense que
ces derniers mois, années, on est quand même peut-être sur... Non, ça augmente bien sûr et je te rejoins complètement. Après, c'est vrai que sur les gros groupes, c'est lent et c'est le problème. Après, juste pour information, parce que nous on sort pas mal d'études là-dessus, le premier critère justement de satisfaction, de volonté des jeunes aujourd'hui de rester dans une entreprise, de rejoindre une entreprise, c'est le salaire. Le deuxième, c'est la flexibilité et la troisième, c'est code de sens. Pardon. Et du coup, sur ce que peuvent faire les entreprises, alors c'est vrai qu'on est... Je sais pas de réponse absolue. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu pendant très longtemps un dénigrement de tous les métiers manuels, avec à la fois l'artisanat qui a réussi à inverser la tendance, puisque aujourd'hui, ça devient presque tendance d'aller travailler avec ses mains dans l'artisanat, mais c'est aussi lié au fait on peut être son propre patron sur l'organisation du temps de travail qui est différente. L'industrie a un chemin à faire là-dessus. Et puis je pense qu'il faut être méfiant sur le discours où on dit si tu travailles mal à l'école, tu vas finir dans l'industrie, que j'ai beaucoup entendu et qui est souvent mis en avant. Mais en fait, il y a plein de métiers qui souffrent du même stigmate. Je pense qu'on interroge toutes les caissières de France, caissières hôtesses de caisse de France. Elles ont toutes été confrontées à une mère ou un père de famille qui se sera arrêté devant elles et qui aura dit à leur gamin si tu travailles pas bien à l'école, tu vas finir caissière. Et donc derrière ça, c'est pas tant le dénigrement dans l'industrie, parce qu'en fait, au-delà de l'industrie, c'est la question de la catégorie socio-professionnelle que vous allez occuper dans l'industrie. Le poste, est-ce que le poste renvoie à la société et la valorisation qu'on peut en faire? Et donc, parce qu'on a dénigré les métiers manuels et ça s'est vu dans l'évolution de la place donnée aux enseignements de technologie dans les classes. Et on a aussi dénigré certains métiers ouvriers, alimentés sûrement par des œuvres littéraires, en disant que finalement, être ouvrier, c'était, je simplifie, mais avoir raté sa vie. Alors que, loin de là, il y a un certain nombre, une diversité de postes. D'ailleurs, quand on dit ouvrier, on n'a rien dit, parce que c'est une diversité de postes, de qualifications, de possibilités de se développer. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut creuser. Aujourd'hui, pourquoi certains métiers sont mieux reconnus socialement, alors que leur rapport à la société n'est pas forcément plus élevé que d'autres métiers qui sont très peu reconnus. Donc, je ne vais pas faire le match sur... je suis très santé aujourd'hui, mais sur les métiers du soin versus d'autres... Rapidement, Géraldine. Alors, je te rejoins sur le fait que ces métiers, les métiers manuels, entre autres, aujourd'hui sont dévalorisés. Et c'est malheureusement encore le cas dans les écoles. Et franchement, ça, c'est un grand regret que moi aussi, je peux avoir. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas les jeunes ne se tournent pas trop encore vers ces métiers-là. C'est plus une génération un peu plus avancée, on va dire, des gens qui ont entre 40 ans, qui, eux, cherchent en effet à avoir du sens, qui ont déjà 15 ans de carrière et qui se disent « Ok, j'ai exploré différentes pistes et maintenant j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus concret, qui a encore plus de sens, etc. etc. » Comment ? Oui, tout à fait. Exactement, qui ont du capital accumulé, je suis d'accord. Mais, et donc, en fait, c'est plus cette tranche en fait, de personnes qui aujourd'hui se permet en fait, tout d'un coup de switcher vers des métiers beaucoup plus artisanaux que les jeunes générations, parce qu'elles ont entendu pendant des années à l'école qu'en effet, si elles ne faisaient pas ingénieur, elles ne réussiraient pas dans la vie. Corentin, je te laisse la lourde responsabilité de clôturer la danse et ensuite je vais passer le micro dans l'audience si vous avez des questions. Bon courage. Merci beaucoup Aurélien, je suis ravi de faire la conclusion. Non, je dirais que moi, il y a juste une chose qui m'a un peu marqué. On a parlé notamment de la formation métier industriel. Quand on voit que des initiatives comme les écoles de production ou des initiatives privées comme par exemple le Hall 32 par Catarou à Clermont-Ferrand et un tas d'autres initiatives comme ça, on voit qu'on forme des gens à ces métiers-là et que finalement derrière le taux de personnes qui finissent réellement dans l'industrie n'est pas encore satisfaisant. Donc là, il y a encore une question à se poser, de se dire mais comment ça se fait là, on attaque la problématique on les forme et puis finalement derrière ils finissent pas dans l'industrie. Il y a de quoi vraiment il y a de quoi se taper la tête contre le mur quoi. Et donc bon, je vais pas revenir sur mon point de vue qui est la responsabilité de l'entreprise industrielle dans le fait de créer un cadre de vie, un équilibre vie professionnelle, personnelle qui est pour moi un des grands moteurs des gens de ma génération. On peut aussi parler de la quête de sens et d'impact. Je dirais attention à pas parfois rentrer dans des hautes considérations philosophiques où on se dit les jeunes ils ont envie de changer le monde et si ton entreprise industrielle propose pas de changer le monde, tu vas pas réussir à recruter. On n'est pas forcément là-dedans, mais on peut aller vers des choses
plus simple, à la portée de toutes les entreprises, y compris des PME industrielles, et notamment le simple fait de créer un projet d'entreprise. Déjà rien que ça a du sens, ça a un impact. C'est comment le jeune que je recrute dans mon entreprise, il participe, il va occuper un poste, il va occuper une place dans la chaîne de production, alors peu importe le métier, que ce soit les métiers de service, on va dire, de l'entreprise ou sur la ligne de production. Il va occuper un poste, mais il va aussi participer à la création d'un projet d'entreprise, à une vision, comment l'entreprise elle se projette, comment est-ce qu'elle va s'inscrire dans son territoire, comment elle va se collaborer avec ses clients, mais collaborer avec les autres entreprises, avec les collectivités territoriales, enfin qu'il y a un projet d'entreprise. Et je pense que ça, c'est la quête de sens et d'impact dont on n'a pas suffisamment parlé et qui est pourtant si simple, si pragmatique et qui peut être un bon levier pour attirer les jeunes. Voilà. Je ne sais pas si ça conclut là. Ça conclut très bien. Je t'ai pris au pied levé, tu t'es très bien débrouillé, j'en avais aucun doute. Est-ce que vous avez des questions ? On peut prendre une ou deux ou trois questions. Des questions ? Pas de questions. Pas de questions. Ben moi j'ai une dernière question pour vous du coup. Parce que si les gens n'ont pas envie de vous en poser, moi j'en ai plein dans ma besace. J'en ai une dernière mais qui est un peu tournée plutôt sur... Ça sera la petite touche... inspiration de cette table ronde. Est-ce que vous pouvez me donner un bouquin, un livre, quelque chose que vous avez lu récemment, vu, une personne que vous avez rencontrée qui a réuni pas mal de choses qui vous ont inspiré et qui vous a donné envie d'en savoir plus sur l'industrie? Jules Verne, L'île mystérieuse, parce qu'on retourne aux fondamentaux. Très bien, idée de lecture. Très bien, Géraldine. Je suis en train de lire un livre sur les différences culturelles. Très intéressant, en fait, sur à la fois culturel d'un point de vue histoire, d'un point de vue pays, d'un point de vue formation. Et c'est passionnant, j'ai oublié le nom, mais je sais que ça s'appelle Les différences culturelles. Vous tapez différences culturelles sur Google, livre. L'éloge du carburateur de Matthew Crawford. Tu nous dis un peu de quoi il s'agit, parce que le titre, il est un peu dur sur l'homme. Alors, c'est un universitaire qui, quand il était petit, pour gagner sa vie, enfin, petit, un peu plus que petit, réparait des motos. Et en fait, fait tout un parallèle sur la disparition des métiers manuels et la déconsidération des métiers manuels en raison de l'évolution de la société. Et donc, de revenir aussi à l'essence des choses. Mais je caricature. Très bon jeu de mots, hein. Carburateur, essence, tout ça. Bon, très bien. Corentin. Je ne vais pas beaucoup en parler parce que j'en ai déjà parlé, mais effectivement, Hall 32 que j'ai découvert en début de semaine à Clermont-Ferrand et qui réunit toutes les collectivités territoriales, des acteurs publics, des acteurs privés. C'est un lieu de vie, c'est un lieu qui, franchement, m'a donné envie d'aller à Clermont-Ferrand et c'était pas gagné. C'était très bien cette phrase. France. Je vais te décevoir, mais j'ai rien qui me vient à l'esprit. C'est pas grave. J'ai le droit d'en donner un, je pense quand même. Ok. C'est le reportage qui a été réalisé par Programme 33, qui a été diffusé sur France TV il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Nous, les ouvriers ». Alors le petit-fils d'ouvrier en moi a été à la fois très ému, très en colère et très galvanisé à la fois. Mais « Nous, les ouvriers », il est encore accessible en replay. C'est une merveille et on retourne dans des moments plus sombres et à la fois très lumineux de l'histoire ouvrière industrielle française. Je vous remercie à tous les 5 pour votre temps, pour vos réponses. Et puis j'invite l'audience présente à évidemment saturer vos boîtes privées LinkedIn de questions et autres demandes de mise en contact. Posez-leur des questions, sollicitez-les. Allez lire aussi les prises de parole de chacun qui sont plus passionnantes les unes que les autres. Et puis merci surtout de nous avoir écoutés. Merci à toi.